Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette dernière semaine de février, les grands titres. La ferme Bourdage n'est plus en état de faillite. Le raid international gaspésien sillonne le territoire de Bonaventure. Premier débat vu par plus de 600 personnes en direct. Télévague a participé à la production du débat des candidats à la préfecture de la MRC de Rocher-Percé. Grâce aux 2 télévisions communautaires desservant la MRC Rocher-Percé et au journal Le Fou de Bassan, une première médiatique s'est réalisée offrant une tribune aux candidats à la préfecture de Rocher-Percé. À 2 semaines avant les élections, un débat a permis aux 6 candidats de se frotter à des questions reliées au développement de la société. Des réponses qui font souvent l'unanimité, mais aussi des sujets plus mitigés. Gâcher tes nappes phréatiques. Ça veut dire que moi, personnellement, la fracturation, non. Gaz naturel, oui. Monsieur Caillouet. Dans l'état actuel des connaissances et des techniques de forage et d'exploitation pétrolière, pour l'importance de notre environnement et de notre écologie reconnue à travers le monde, pour l'importance du tourisme et des pêches qui sont les moteurs de notre économie, c'est non. On verra dans 10 ou 15 ans si ces techniques auront évolué et nous permettront. Et pour l'état de la santé humaine, parce qu'on parle d'eau potable, on est rendu à des enjeux trop importants pour notre région dans l'état actuel que l'on connaît, les techniques de forage et d'exploitation, c'est non. Nomination. Moi, c'est oui. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu... mais il y a eu un renvoi d'ascenseur sur certains dossiers. Je pense que les gens qui étaient ici et ceux qui sont à la maison, qui le suivent à Télévague ou à Télévision communautaire de Grande-Rivière, sortent plus informés des grands enjeux. Puis on s'aperçoit qu'une MRC, ça a beaucoup de dossiers, ça a beaucoup d'enjeux. Derrière moi, on ramasse le plateau où il y a eu le grand débat, beaucoup d'activités, des échanges, oui, coopératifs, mais musclés aussi. Le public était de la partie, beaucoup de questions. J'en ai rencontré quelques-uns après la séance et j'ai pu aussi interroger certains candidats à savoir comment ils avaient ressenti cette première expérience. Très satisfait. Pour moi, ça a été un peu rapide, un peu court par rapport à la nature des questions et les réponses que ça aurait supposé en termes de développement. C'est certain qu'avec un débat, la grosse déception à la fin, c'est qu'on n'a pas réussi à dire tout ce qu'on aurait aimé dire. C'est sûr qu'avec 6 adversaires aussi, ça fait un débat extrêmement intéressant. J'ai apprécié. J'aime pas, moi, m'exposer en public, tu le sais. Puis à part après, bien là, ça s'est replacé un peu. La MRC qui gère les cours d'eau, tout le tributaire qui déverse dans la rivière, qui alimente nos prises d'eau potable, si les coupes à blanc n'arrêtent pas, puis si les déchets n'arrêtent pas, alors ça va contaminer nos prises d'eau potable. Ce genre de débat avantage souvent les bonnes personnes communicatrices, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne s'exprime pas bien n'a pas la même capacité de devenir préfet ou préfète. Vraiment un beau débat, des candidats qui avaient du potentiel. Hein? Je connais pas mal les candidats, donc je suis en mesure de faire un choix maintenant. Très intéressant, très instructif aussi. Oui, est-ce que ça va vous aider à choisir un candidat? Des choix sont faits. Bien, j'ai aimé mon débat, mais j'aurais aimé en dernier qu'il laisse les gens parler, qu'il y aurait des questions à poser. Parce que moi, j'avais des questions importantes. Là. J'ai été en bas, puis j'ai rejoint Nadia. Là. J'avais 2 questions très importantes, OK? Qui était? Qui étaient... Pour quelle raison à Grande-Rivière qu'on n'a pas un parc nautique? Si tu as un kayak, tu n'es même pas capable de mettre ton kayak à l'eau avec toutes les réserves d'eau qu'on a. Puis il y avait un autre problème. Dimanche passé, j'étais à Percé. Il y avait 30 motoneiges. Impossible d'avoir de l'essence dans Percé. Mais écoute, il parlait d'emmener quasiment des 747 à Percé. Moi, je trouve à un moment donné qu'il emmenait la barre très haute dans certains dossiers, tandis qu'à la base, on manque énormément de fonds, comme on dit, de choses simples. J'aurais des questions que j'aurais pu poser. Par exemple? On va attendre. Il parle de logement, puis de même, ils devraient essayer de garder le monde dans leur maison. D'arrêter de monter les taxes, puis monter l'Hydro-Québec, puis garder le monde dans leur maison. C'est ça qui les éloigne. Ils essaient de les emmener dans des logements. On veut rester dans nos maisons. Au fil des dernières années, nous avons été plus souvent qu'autrement sur la défensive. Pour tout vous dire, nous n'avons pas à être gênés de revendiquer. Nos demandes sont légitimes et je terminerai en disant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes plus de 17 000 dans la MRC Rocher-Percé. C'est beaucoup de monde et ensemble, tout est permis. Merci beaucoup. Merci, M. Gray. Les attentes des citoyens sont nombreuses. Le futur préfet devra savoir les écouter et respecter tout son territoire. 5 villes uniques
avec des possibilités extraordinaires de développement, mais avec aussi des difficultés, des problèmes et vraiment des besoins de concertation. Et au centre, une MRC qui rassemble pour qu'on soit plus fort. Tout qu'un débat avec des personnalités fortes et différentes. Nous avons été visiter la ferme Bourdage qui renaît enfin de ses cendres de 2011. C'est mercredi le 10 février que la ferme Bourdage a eu de la part de ses créanciers un accord, une entente de principe. Ils ne sont plus sous la loi de la faillite et tous les partenaires vont travailler pour garder l'entreprise vivante. La ferme Bourdage, depuis son feu de mars 2011, a toujours eu un peu de difficulté à s'en ressortir. Il y a eu des mauvaises récoltes pendant les étés suivantes. L'été dernier, 2015, ça a été la première année enfin positive, mais malheureusement, en juin, déjà les créanciers n'avaient pas accepté de marchander les dettes en cours. Alors, il a fallu attendre en décembre 2015 pour tomber sous la loi de la faillite et c'est en février cette année que l'entreprise Bourdage semble sortir de son périple. Dans ce local, avant l'incendie de 2011, les gens se rassemblaient et on louait la place pour faire des fêtes, des rassemblements dans le temps de Noël et pour d'autres occasions. Ici, on faisait ça pour accueillir le tourisme, accueillir les commissions scolaires, accueillir... Tu sais, c'était une place un peu d'interprétation. Ici, on appelle ça la cuverie. C'est l'espace où on fait toutes les préparations au niveau des vins, dans le fond, des vins de fraises et des vins de rhubarbe. Les cuves sont toutes pleines présentement. On est à la porte, dans le fond, on est arrivé d'embouteiller. Donc, c'est notre endroit où on fait vieillir nos bouteilles. Et là, quand on embouteille au printemps, au mois de mars, avril. Puis le temps d'embouteillage n'est pas long. Ça prend, on peut embouteiller 3000, 4000 bouteilles par jour. Ici, on a l'endroit où les fraises sont toutes conditionnées, équeutées, transformées, préparées. On a environ 15 personnes qui équeutent, préparent les fraises durant la période estivale. Puis après ça, on détermine de quelle place on va commercialiser le produit. Si on l'envoie dans le marché frais, à la boutique, si on le transforme en vin, si on le congèle. La ferme Bourdage est en plein développement et l'entente récente avec leurs partenaires financiers leur permet de consolider et de poursuivre leurs affaires de famille, gustatives, commerciales et touristiques. Je vous présenterai une entrevue avec Pierre Bourdage après notre reportage culturel. Le raid gaspésien, bien que né à Carleton-sur-Mer, se dirige vers Bonaventure pour l'édition 2016. Le raid gaspésien de sport d'endurance est avant tout un concours ouvert dans le monde pour permettre aux amateurs de se dépenser. Et derrière ce défi sportif et culturel, une grande ambition de mettre le projet sur la scène internationale est entrepris. Le rayonnement hors Québec est au sein même de l'objectif de l'entreprise. Lors de leur dernière conférence de presse, les producteurs et promoteurs du raid ont parlé de leur visibilité atteinte et ont dévoilé une production cinématographique tirée à même de la course de l'an dernier. Au niveau des visionnements, tout ce qui a été capsule vidéo, teaser, la première émission, vous prenez tout ça, c'est plus de 232 000 visionnements. Production vidéo, c'était un travail de moine. Puis pour vous la présenter, bien écoutez, ça va être Marc Plante qui va vous en présenter, qui est producteur. Marc a commencé sa carrière aux Jeux olympiques de 1976, puis a couvert les Jeux olympiques pour Radio-Canada de nombreuses années. La première édition, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dimanche, il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il recevait un Gémeaux pour son travail aux Jeux de Sochi qui était reconnu. Donc, pour nous, c'est un immense privilège de travailler avec un individu de ce niveau. Puis, en même temps, bien, écoutez, c'est aussi le travail d'Endurance Aventure avec Daniel Poirier, le coprésident. Cet événement-là, du film, de l'événement, c'est de montrer à quel point le corps humain, l'esprit humain, quand il est en équipe, il peut passer à travers n'importe quoi parce que vous allez le voir dans le film, la machine humaine est poussée pas mal, pas à son maximum, mais est poussée loin, puis dans des conditions qui changent constamment. Parce que l'année dernière, quand il montait le Mont-Saint-Joseph, il faisait 24 degrés, puis ensuite de ça, il devait aller chercher un point de contrôle dans l'eau à 3 degrés 45 minutes plus tard. Il faut savoir que c'est capté en temps réel. Donc, il n'y a vraiment il n'y a pas de scénarisation avec les équipes. Fait que des fois, vous allez voir des gens qui ont de l'air au bout du rouleau, donc qui ont du plaisir.
c'est la réalité. C'est ce qu'on veut aussi montrer, c'est comment ces athlètes-là sont hors du commun dans une région incroyable. Quand on crée le parcours, on rencontre des gens, des fois, en plein milieu de nulle part. Des fois, on sort avec nos vélos, puis on est habillés un peu bizarre. Puis je me rappelle, l'année dernière, loin d'ici, là, à 20 km dans la forêt, on est arrivé face à face avec un bûcheron, puis il nous a dit, dans les 20 dernières années, il n'avait jamais vu personne dans ce coin-là. Daniel fait du repérage. Quand le printemps arrive, il vient ici 2 semaines, regarde le parcours. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de toujours penser. Les réalisateurs, producteurs, ça pense. Ça ne dort pas, ça pense. Donc, on regarde tout de suite le scénario. On revient au mois de juin ou juillet, Daniel, avec une équipe de 6-7. Moi, j'arrive et je prends en note les points de vue les plus intéressants. Évidemment, il faut qu'on regarde le côté spectaculaire de la place. Mais Daniel, il nous amène à des places, des fois, où c'est un peu plus difficile à aller. Mais on réussit toujours, on dit on va placer caméraman là, caméraman là, caméraman là. On est 7 caméramans avec un gars qui s'occupe du drone. Et là, on commence à revoir tout le parcours au complet avec chacun. Il y en a qui ont dit, OK, lui, il est plus habitué dans l'eau, on va le mettre 4 heures dans l'eau pour attendre les athlètes qui arrivent. L'autre, il est plus habitué en vélo, on va l'amener en vélo. Fait que chacun a un rôle particulier. Et dans les caméramans, on a un caméraman local ici qui s'appelle Julien Leblanc. Lui, c'est un passionné, il connaît le parcours par cœur. Fait que souvent, il nous dit, non, on devrait passer là, on devrait faire ça. Chaque caméraman livre à peu près entre 4 et 6 heures de matériel, multiplié par 7 caméramans, multiplié par 4 jours. Calculer le nombre d'heures qu'on a pour faire 1 heure. Donc, on prend tout ça, on revient à la maison, et là, Daniel et moi, puis le réalisateur qui reste à Montréal, on regarde toutes les images. C'est un choix à faire, là. On a peut-être 4 sélections d'images pour, à la même place, laquelle on prend. Est-ce qu'on privilégie la plus belle image, le local, international? On est chanceux d'avoir un coach comme Marc qui nous apprend le métier de production et de réalisation. Mais le premier point, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de remercier tous les gens qui sont ici, puis les propriétaires de terrain, les athlètes, les bénévoles. Ce qu'on a voulu faire avec l'émission de télévision, c'est mettre la région en avant-plan, montrer comment c'est beau. Des heures d'images, de captation, plus de 170 participants, un budget de moins de 1 million englobe le concours et la production du film. La petite organisation fait beaucoup avec peu. On attend encore un support du gouvernement provincial. En attendant, le projet tient à bout de bras, à bras d'hommes, avec 26 équipes sportives inscrites ici, avec 120 bénévoles, 127 propriétaires terriens. Cette année, on déplacera ce parcours vers la MRC de Bonaventure qui se joindra pour la production, toujours désireuse d'explorer de nouveaux horizons. La Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs nous a offert ses étoiles sur scène. Les joueurs vedettes ont improvisé dans un tout nouveau concept qui ressemble à un jeu de société bien connu. Ce soir, c'est un impro-poli. Impro-poli parce que le match est improvisé de manière à ressembler au jeu de Monopoly. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu de Monopoly? Qu'est-ce qu'on trouve dans Monopoly? Il y a de l'argent. Les joueurs, pour jouer, devront débourser de l'argent, 10 $ par joueur pour pouvoir embarquer sur la patinoire. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu de Monopoly? Ils peuvent aller en prison. Ils peuvent aller en prison. D'ailleurs, la première partie, les joueurs devront partir de Matapédia pour se rendre à New Carlisle, là où il y a la prison. Et ceux qui ne seront pas classifiés à la fin de la première partie vont rester en prison. Et la deuxième partie des joueurs pourra se rendre à Percé, ou un week-end d'amoureux à Rocher-Percé les attend. New Carlisle, crise financière. Le gouvernement fait de la classe moyenne sa priorité. Il retire l'aide sociale, les banques alimentaires et coupe dans les transports en commun. L'équipe avec le moins d'argent se fait mettre en prison lors d'une manifestation anti-austérité. Bienvenue à New Carlisle. Retrouvons l'équipe gagnante après la pause pour sa seconde portion du jeu Impro-Poli. Ils sont 2 équipes de 3 ce soir, étoilées plus ou moins brillamment pendant l'année. Je vous les appelle. Une première équipe va être formée par M. Pierre-Philippe Allard, Mme Nancy Johnson et M. Ghislain Gagnon. Oui, on peut les applaudir, bien sûr. Et la deuxième équipe sera constituée de M. Julien Leblanc,
Madame Édith Bélanger et Monsieur Laurence Lépine. Les étoiles ne font pas que briller. Les joueurs d'expérience possèdent une écriture du jeu complexe. Ils connaissent les mécanismes pour faire avancer une bonne improvisation et aussi les techniques pour se démarquer sur scène. Vendredi prochain, les stars redescendront sur Terre pour rejoindre leurs équipes d'origine et c'est sur la scène de Passepébiac que le spectacle reprendra forme. Bonjour, Monsieur Bourdage. Heureuse de savoir des bonnes nouvelles de votre côté. C'est une longue entreprise qui existe depuis longtemps. C'est une histoire de famille. Écoutez, juste pour faire un petit topo historique, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des bourdages. Déjà après la déportation, il y avait des bourdages. Ils faisaient déjà du commerce dans le coin de Bonaventure, dans le temps des Robins. Puis je pense que ces bâtiments, même à votre arrière, avaient brûlé par les pirates américains sur le bord de la baie. Il a dû s'enfuir dans les forêts. Il est revenu faire son commerce. Et près de 300 ans plus tard, ça continue? Oui, ça continue. Je dirais que Raymond Bourdage, qui s'est installé à Bonaventure, de Raymond est né, pour faire une histoire assez courte, Jean-Marie. Et ensuite, Jean-Marie est né François-Xavier. Mais François-Xavier s'est installé en 1821. Il s'est marié en 1822. Et dans le fond, depuis 1821, que les Bourdages cultivent la même terre de génération en génération. Donc, ça a été au départ une entreprise de subsistance. Puis, par la suite, je dirais que dans les années 40, ça s'est développé plus au niveau commercialisation avec Alexis Bourdage, qui est mon grand-père. Puis, grand-père a débuté en 40 la production de la fraise, pour faire aujourd'hui une production d'envergure à Saint-Siméon. Mais à l'époque, votre grand-père, en 1940, il ramassait ses fraises, il les distribuait aux gens alentours, là, où on venait déjà à l'époque le voir dans sa ferme. Oui, puis il y avait beaucoup de porte-à-porte. Dans ce temps-là, avec la production laitière qui existait ici sur la ferme, il y avait beaucoup de... C'était le laitier du village. Donc, il venait, il passait de porte-à-porte livrer son lait. Puis avec la livraison estivale, il accolait à ça des produits, de la viande et produits frais, entre autres des produits du jardin, les légumes, les fruits. Et là, c'est là qu'a commencé, dans le fond, la production de la fraise. Il livrait, dans le fond, la fraise à porte-à-porte. Et les gens aussi venaient l'accueillir un peu sur l'entreprise. Donc, ça a débuté là. Il y a aussi eu mes grands-parents faisaient de l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'était quoi dans le temps? C'était une entreprise qui permettait à des gens de partout dans le monde de venir rester sur la ferme pendant un certain temps, parfois quelques jours, parfois une semaine, puis qui découvraient, dans le fond, la pêche. Mon grand-père était pêcheur. Et le volet aussi agricole. Donc, il pouvait prendre part à tous les travaux dans le champ et aller pêcher avec mes grands-parents, dans le fond. C'était une expérience du temps. Là. Vraiment... Oui, mais c'est aussi un très beau voyage. En tout cas, si jamais vous avez du temps libre, je pense que vous devriez recommencer ce commerce-là. Ce serait un très beau cadeau aux touristes. Je pense que notre volet agrotouristique va peut-être vraiment faire peut-être un peu de démarchage à ce niveau-là. Mais là, présentement, c'est sûr qu'on veut développer l'attractivité, permettre aux gens de faire en sorte que la ferme Bourdage soit un incontournable, qu'ils viennent découvrir nos produits, puis le côté chaleureux de notre service à la clientèle et, dans le fond, et découvrir aussi comment on le fait, comment on travaille les produits au niveau vinicole, comment on les travaille au niveau du champ. Permettre aussi à des enfants de venir cueillir leurs fruits, leurs légumes. Ça fonctionne bien, ça, les gens de la place, puis même les touristes, on emmène les enfants ramasser nos propres fraises l'été. Là. Ça, c'est une tradition qui fonctionne. Oui, c'est une tradition qui fonctionne, mais qu'on veut vraiment assurer une pérennité. On ne veut pas perdre de vue que l'important, on mange 3 fois par jour, puis que c'est important
de faire de prendre conscience aux gens que l'importance de la nourriture, la proximité de la nourriture, de s'approprier cette nourriture-là à proximité de chez nous, c'est un peu tout ça qu'on veut essayer de travailler. Puis souvent avec les enfants, ça commence très tôt. On accueille des écoles l'automne, les autobus arrivent, on les monte au champ, on a une petite visite au champ, on leur montre dans le fond les installations au niveau de la transformation. Fait que c'est tout ça qu'on veut essayer de faire, de publiciser puis de mettre en valeur sur l'entreprise pour permettre une augmentation de l'attractivité, une augmentation de l'achalandage. Ça, c'est du moyen terme là, pour vous? Oui, c'est du moyen terme. Parce que si on revient dans la nouvelle de février, vous avez eu des problèmes, financiers, on a fait une consolidation de dettes et les partenaires ont décidé d'embarquer avec vous pour des montants différents. Voulez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien, dépendamment de la hauteur du montant, il peut avoir un pourcentage attribué aux partenaires qui peut être différent. Et ces partenaires-là vont rouler sur ce pourcentage-là jusqu'à épuisement de la dette ou pendant un certain nombre d'années? Il y a un montant qui a été déterminé en fonction de la capacité de remboursement de l'entreprise. Donc, on a déterminé avec les comptables qu'est-ce que l'entreprise est capable de rembourser pour faire en sorte d'assurer une pérennité, une continuité. Et là, avec ce montant-là, on leur offre un montant. Et ce montant-là a été accepté. C'est ça qu'on dit. Ce montant-là est accepté par rapport aux créanciers, qui fait en sorte que là, on peut s'assurer d'avoir une viabilité avec la capacité, dans le fond, de remboursement. Puis s'assurer qu'il y ait une stabilité au niveau du futur, parce que le boulet était devenu trop gros à cause de différentes problématiques qu'on a vécues depuis plusieurs années. Là. Oui, et sans parler de conditions agricoles partout dans la baie des Chaleurs, où est-ce que les producteurs sont si peu nombreux à bien vivre. Vous avez, dans les années 90, commencé à distribuer vos produits un peu partout dans le Québec à travers les grands supermarchés. Et maintenant, vous devez vraiment revenir à une culture locale. Puis c'est à quelque part là-dessus votre tremplin pour continuer à opérer. C'est 2 aires de consommation différentes aussi. Dans les années 90, c'était autre chose. Stangbird n'existe plus. Et on a quand même des gros distributeurs. Vous distribuez toujours dans ces gros magasins-là? Oui, les chaînes Sobeys Québec, Loblaw, qui est Provigo et Métro, et toutes les bannières, dans le fond, qui entourent ces chaînes-là, où on dessert. Oui, on les dessert et on fait aussi des ventes aussi à l'extérieur, à Montréal. Donc, le développement de l'entreprise va passer par le développement des ventes au niveau dans le fond, de ces secteurs-là, de ces chaînes-là. Qui sont déjà appropriés. Qui sont déjà appropriés. Puis le défi, dans le fond, va être de maintenir l'augmentation de productivité, parce que c'est sûr que l'augmentation de productivité des fraises est intimement reliée avec la profitabilité de l'entreprise. Donc, on veut continuer à bâtir là-dessus un meilleur approvisionnement au niveau des plants, qui va s'assurer de la qualité des plants. Ça, c'est primordial. S'assurer aussi d'un déploiement au niveau des alcools dans les succursales SAQ et un déploiement au niveau restauration. Donc, c'est des enjeux, dans le fond, qu'on a à raffermir la productivité au niveau de la fraise, puis développer nos alcools, nos produits, dans le fond, à base de fraises et de rhubarbe maintenant, dans le secteur dans le fond, de la restauration et des SAQ. Et les activités locales. Vous avez combien d'employés et de gens de la famille qui travaillent, mettons, en saison régulière, et à l'été, là, ça monte à combien avec les cultivateurs? Ça peut monter aux alentours de 40 employés et plus, dépendamment du temps de l'année. Donc, durant la période estivale, dans le fond, de haute production, au niveau de la fraise, on peut monter à 75 employés. Vous avez déjà eu des problèmes d'avoir des employés? C'est parce que les gens ne sont pas intéressés au salaire minimum, aux courbatures, tout ça? Oui, c'est sûr. Comment ça a fonctionné pour vous? On a présentement 5 employés de travailleurs étrangers qui travaillent sur l'entreprise. C'est environ présentement 8 de notre
clientèle d'employés sur l'entreprise au niveau de la cueillette. Je dirais l'ensemble des travailleurs au niveau cueillette, le plus gros pourcentage viennent de la région. Puis région, on parle de Gaspésie. Surtout, 80 viennent de la Gaspésie. On va dire 15 10 vont venir de Montréal, Québec, dans le fond, des gens qui arrivent avec le pack-sac puis qui voyagent, un peu comme ils font des vendanges, dans certains endroits dans le monde qui font des vendanges, mais il y a une certaine clientèle qui voyage pour se trouver un emploi saisonnier. C'est bon, ça. Et aussi, bon, on a les travailleurs étrangers qui viennent s'ajouter, dans le fond. Alors, côté travailleurs pour la cueillette l'été, vous êtes, ça roule bien? Ça roule bien présentement. On a des gens de Chandler, de Passepébiac, de Amkoui, de Saint-Anne-des-Monts, Bonaventure, c'est sûr, du coin immédiat, oui. Fait que c'est sûr que ça vient d'un peu partout en Gaspésie. Puis on veut favoriser, puis on a un endroit aussi où les gens peuvent rester sur la ferme, peuvent tenter pendant un cours, ils peuvent tenter pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec des services, dans le fond, de base, dans le fond, au niveau pour s'assurer qu'ils sont bien sur l'entreprise. Mais c'est très bien pour les jeunes autonomes, justement, qui veulent découvrir la région puis qui veulent gagner un peu de sous en cours de route. Oui. Et vous avez... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En fait, c'est parce que je vois tous vos bons produits là, sur les tablettes. Vous commencez à sortir les produits. En fait, la SAQ commence à ouvrir un peu plus sur les produits du terroir. C'est difficile, c'est un long combat. Ça fait des années qu'on chicane beaucoup. On pense que les producteurs québécois, c'est facile d'écouler, mais non. Il faut avoir plein de petites surfaces pour vendre des produits parce que la SAQ ne pousse pas toujours de l'avant, parce que c'est pas payant de vendre un produit québécois, parce qu'on sait que la SAQ fonctionne avec les taxes qu'elles vont ramasser. Et comme desservir le territoire, c'est comme si c'était pas payant. Là, vous commencez à avoir des produits de qualité, des produits qui ont été médaillés, et ça serait le fun d'accéder à cette SAQ-là. C'est quoi les démarches que vous avez en cours? Bien, présentement, nous sommes dans les succursales de la SAQ. Nous avons des démarches avec eux. On a eu une bonne nouvelle dernièrement. L'EA, dans le fond, a été accrédité. On peut le publiciser et le commercialiser sous le nom Vin de rhubarbe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu des pourparlers avec la régie, la SAQ. Et je pense qu'ils sont en train de faire en sorte de mettre en valeur les produits locaux québécois sur les tablettes, mais le travail est en cheminement. On va le dire dans ce sens-là. Je pense que les gens, les consommateurs, je pense que doivent demander le produit dans les succursales. Je pense que le travail se fait à la base et en demandant le produit local et je pense en favorisant, dans le fond, la conscientisation de l'importance du produit local. Je pense que ça va faire, je dirais, un travail de fond je pense qu'il va faire boule de neige, qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de produits locaux. Je pense qu'il y a un travail à la base aussi au niveau de la clientèle pour faire en sorte que de demander le produit, de le demander qu'il soit bien positionné, de demander qu'on le voit dans les SAQ, qu'il soit présent, puis parce que oui, on a des bons produits locaux, là. Je pense que c'est de soi. On a des produits québécois qui sont de renom. On a tout, dans le fond, à mettre cette belle gamme de produits-là en valeur sur les tablettes. Avez-vous une idée de combien de gens peuvent passer dans votre boutique pour acheter vos produits? Est-ce que c'est répertorié, ça? Oui, il y a des journées que ça peut être 300 personnes, 400 personnes, 600 personnes durant la période estivale. On a un achalandage qui est quand même assez bon, mais le problème, c'est que c'est court. C'est très, très court. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'étirer cette période-là, puis de permettre à l'entreprise, dans le fond, de permettre de maintenir ses ventes en dehors de cette période intensive-là d'été qui se passe 1 mois et demi, 2 mois. C'est un autre défi qu'on a, c'est de permettre de vendre les produits, puis le pourquoi de la SAQ, le pourquoi de vendre à l'extérieur dans d'autres périodes de l'année qui va être important pour nous. Pour être un producteur actif à l'année. Actif à l'année pour pas que
On se fie juste à une courte période qui permet parce que, je veux dire, les mois d'hiver sont longs parfois, oui. Là, tu sais. Fait que on travaille présentement pour essayer de diminuer cet impact-là sur l'entreprise. Bien, on vous souhaite encore beaucoup de visites, M. Bourdage, et que le monde emmène leurs visites aussi, venir jouer dans vos grandes terres. Et bonne saison. Félicitations encore pour les bonnes nouvelles de développement. Merci beaucoup. Vous avez envie de sortir de chez vous juste pour le plaisir de rencontrer de nouvelles amies? Nous vous invitons tous les derniers jeudis du mois à un déjeuner gourmand. Les déjeuners d'Hélène vous attendent à Bonaventure, au Centre des femmes. C'est gratuit et ça commence ce jeudi à 9h30. Des ateliers culinaires pour de bonnes collations maison sont offerts par le collectif alimentaire. C'est offert à tous et c'est gratuit. Et la prochaine rencontre se fera à Chigawake le 29 février à 18h30. Les inscriptions se font au 418-752-5010, 752-5010. Il y aura après-midi d'amateurs dimanche prochain à compter de 2h au local des Chevaliers de Colomb de New Carlisle. Une assemblée générale du Club de l'Âge d'Or, les Dynamiques de Newport, se tiendra samedi à 13h30. Un café-rencontre organisé par la Maison de la famille de Bonaventure sur le « Comment prévenir et traiter les têtes plates chez votre bébé » se tiendra mercredi prochain à 19h et un autre à 21h avec Nicole Babin, ostéopathe. Il y aura une activité à la bibliothèque de Saint-Siméon samedi prochain avec Roselyne qui retrouvera les enfants de 0-5 ans et leurs familles pour la lecture du conte « Ce n'est pas une bonne idée ». Collation sur place, bricolage, comptine et prix de présence. C'est ce qui met fin à vos nouvelles d'ici. Passez une bonne semaine.